Bonjour messieurs, dames, est-ce que vous m'entendez? Je vais demander à Alice Orio si elle m'entend. Oui, je vous Bonjour. Bon, merci. Je vous ai sélectionné au hasard. En attendant, je vais faire les présentations, mais je vais d'abord activer l'écran. Hop. Voilà. À nouveau, Alice Orio, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran de présentation? Oui, très bien, pas de souci. Bon, je vous laisse tranquille. Merci. Hop, voilà, bonjour tout le monde. Il est 11 heures. Je m'appelle Guillaume Vincent. Je travaille au département communication du groupe AFNOR. Je suis en particulier la thématique énergie. Thématique énergie qui est pilotée au sein du groupe AFNOR par Catherine Moutet ici présente. Catherine, est-ce que tu m'entends? Oui, Guillaume, je t'entends très bien. Bonjour à tous. Voilà. Et Catherine sera notre speaker du jour avec Timothée Goutet. Timothée, est-ce que tu m'entends mieux? Oui, bah j'ai monté le son, donc je t'entends mieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est tout de suite plus pratique, oui. Oui, absolument. Nous sommes ici normalement 94 inscrits. Nous sommes pour l'instant 34, mais il est 11h01, donc d'autres personnes arriveront. Excusez-moi, oui, ça y est, l'enregistrement a démarré, donc c'est bon. Nous sommes ensemble pour parler du décret tertiaire. Ça n'est pas la première fois que nous allons en parler, puisque en 2020, le groupe AFNOR avait organisé une série de rendez-vous pour vous présenter ce dispositif réglementaire qui nous emmène très loin dans le temps. Et cette année 2021, nous récidivons, puisqu'il faut se préparer, hein, et tout le monde n'est pas encore parfaitement au courant de la chose. Et c'est le deuxième épisode cette année. Nous avons organisé une première session le 15 avril avec une centaine de personnes, où il s'agissait de planter le décor. Et là, cette fois-ci, ce 8 juin, nous allons vous parler de données, hein, de data, de collecte, de reporting, de mesures, puisque tout ça, sans faire de photographie des consommations d'énergie, on ne peut pas faire grand-chose, hein, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est le savoir-faire d'AFNOR Énergie, en particulier de son entité AFNOR Énergie Ingénierie, qui peut vous aider à faire de la mesure, de la collecte et de la consolidation de données. Voilà. Je vous demanderai d'être bavard. N'hésitez pas à poser des questions. On en est tous revenus, hein, des Zoom Covid où ce sont des tunnels de PowerPoint. Donc non, pas de ça aujourd'hui. Les questions doivent me parvenir dans le chat. Vous connaissez bien la fonction de chat de ce type de plateforme. Donc n'hésitez pas. Oui, ça veut bien chatter, c'est bien ça. Je ferai une sélection de mon côté pour poser les questions à Catherine et Timothée, ou vous-même, d'autres participants, si vous savez y répondre. On est maintenant 43, il est 11h03. Catherine, je te passe la main, en particulier le partage d'écran. Hop, bonne visioconférence à tous. Alors, et à toutes. je préférais que tu partages que tu donnes le partage d'écran à Timothée, D'accord. s'il te plaît, puisqu'il a la version, moi également, mais je lui avais, donc c'est lui qui pilote donc la présentation. Et j'en profite donc pour
Pour commencer, en attendant donc la première slide, effectivement, je pilote le département AFNOR Énergie Ingénierie qui est en charge de coordonner la stratégie du groupe AFNOR sur la transition énergétique. Alors, le groupe AFNOR, c'est un groupe associatif qui est chargé de l'animation du système de normalisation français, donc au sein d'une association de loi de 1901 qui est AFNOR Normalisation. Et outre donc le métier de la normalisation, l'association regroupe également le métier donc de l'édition, puisque nous sommes éditeurs des collections de normes françaises, il y en a de moins en moins, franco-françaises, européennes et internationales. Nous publions également de nombreux ouvrages d'experts, bien entendu, autour de la qualité souvent, mais aussi du management de l'énergie, puisque la qualité est au cœur donc de notre activité. Le management de l'énergie, c'est un axe fortement soutenu par donc le groupe AFNOR. Et on va donc essayer de vous le prouver. Donc, nous sommes. Catherine, oui, je te coupe. Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que là, c'est oui, juste. très bien, très bien. Okay. Et c'est justement la slide qu'il me fallait. Je vous ai décrit donc le cœur du réacteur du groupe AFNOR, c'est l'association AFNOR, qui porte les métiers de l'édition et de la normalisation. Et puis, nous sommes adossés à deux filiales, AFNOR Compétences, qui porte l'activité de formation. Il y a donc une offre en particulier très importante sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi qu'autour du bâtiment. Et une seconde donc filiale, AFNOR Certification, c'est le premier certificateur donc autour des systèmes de management et qui est accrédité pour délivrer en particulier la certification ISO 50001 et également les qualifications autour de l'audit énergétique et les bornes de recharge de véhicules électriques. AFNOR Énergie Ingénierie, nous, donc au-delà de promouvoir donc l'offre d'AFNOR sur la transition énergétique, nous prestons en fait autour de l'efficacité énergétique et en particulier sur des prestations donc d'audit énergétique, d'accompagnement à l'ISO 50001 et nous sommes également des spécialistes donc du traitement de la donnée en efficacité énergétique, mesure et vérification, on appelle cela, de la performance énergétique. Voilà la présentation donc du groupe AFNOR. Nous avons des délégations en région, dans 14 régions, et nous sommes présents à l'international. Et pas plus tard que la semaine dernière, un de nos chefs de projet était donc en accompagnement d'une très grande entreprise internationale, donc au Sénégal. Timothée. Merci Catherine pour cette présentation. Alors j'en profite pour me présenter très rapidement. Donc moi je travaille avec Catherine Mitter, je suis ingénieur d'affaires donc pour AFNOR Énergie Ingénierie. On le verra plus tard. Si vous avez des besoins, notamment par rapport à ce décret tertiaire, je serai votre interlocuteur privilégié pour pouvoir vous faire des propositions d'accompagnement et vous présenter nos solutions. Très rapidement, comme l'a expliqué Guillaume, voici, vous avez sous les yeux les différents épisodes qu'on a prévus cette année sur le sujet du décret tertiaire. Le premier, vous avez un lien pour le replay, c'était un peu un cadrage réglementaire et les grandes étapes. Aujourd'hui, on va traiter la question de la donnée. Et comme vous pouvez le voir, il y aura d'autres sujets qui viendront sur les autres conférences. Des retours d'expérience plus axés sur le public, collectivités, établissements hospitaliers, et puis en septembre, plus focus sur l'industrie. Bon, voilà. Pour les différents épisodes. Sans plus tarder, je propose, avant de commencer dans le sujet de la donnée vraiment spécifiquement, je laisse la parole à Catherine pour refaire un rappel du contexte global. C'est toujours important parce que vous êtes nombreux à participer pour la première fois à nos webconférences. Oui, donc de quoi parle-t-on en termes de décret tertiaire? Le décret tertiaire, c'est avant tout à l'origine la loi Elan et son article 175 qui donne vraiment le cadre et qui a été publié donc le 23 novembre 2018.
Et le décret, donc, déclinant de façon opérationnelle avec, pour le moment, donc, il y a eu deux arrêtés, deux versions d'un arrêté méthode et d'un arrêté donc seuil. Et actuellement, il y en a un troisième qui est en préparation. Le cadre général de cette réglementation, qu'est-ce que c'est? C'est un assujettissement donc de tous les propriétaires et locataires de bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m² à réaliser des actions d'économie d'énergie. Pourquoi? Pour concrétiser des économies à hauteur donc de 40% à l'horizon 2030, de 50% à l'horizon 2040 et de 60% à l'horizon 2050. Alors ça, c'est une des options, ou bien atteindre des seuils de performance énergétique, donc en valeur absolue. Les seuils en valeur relative que je vous ai cités en premier, eh bien, ils doivent être calculés par rapport donc à une année, une consommation énergétique de référence qui ne peut pas concerner une année qui soit antérieure à l'année 2010. L'idée, c'est petit à petit d'amener le patrimoine tertiaire français donc à des consommations énergétiques qui soient performantes. Comment le faire? Eh bien, en agissant sur la performance du bâtiment, c'est-à-dire, on entend par là sur l'enveloppe. Également, donc, en intervenant sur les installations d'équipements performants et la mise en place de dispositifs de contrôle actif de ces équipements. L'exploitation également est un autre axe sur lequel il convient de travailler pour atteindre ces objectifs très ambitieux donc de performance énergétique, et aussi de réfléchir sur l'adaptation des locaux et le comportement des occupants. Tout ce dispositif est centré sur des actions de remontée de données sur une plateforme qui est pilotée par l'ADEME, qui s'appelle la plateforme Opérate et qui est actuellement donc en cours de construction. Voilà pour le décor. Vous pouvez aller plus loin dans le détail de cette réglementation en donc consultant le replay de nos premiers webinaires dont a parlé Timothée tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ce qu'on peut peut-être préciser, tu m'entends? Oui, très bien. Oui, c'est que le décret tertiaire est un vieux truc qui date du Grenelle de l'environnement. Et peut-être nos participants en ont entendu parler dès 2010, et qui à l'époque s'appelait, on appelait ça le décret Gauchot, du nom de son rédacteur. Donc c'est pas une affaire nouvelle, hein. Et 10 ans pour mettre au point tout cela, ça en dit long sur la difficulté. Sur la difficulté, mais aussi sur maintenant la maturité du dispositif. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Par exemple, quel sujet souhaiteriez-vous aborder lors des prochaines webconférences? Donc Timothée vous a présenté les principales thématiques que l'on abordera, en particulier donc le 13 juillet, nous serons dans le retour d'expérience, puisque nous aurons donc des représentants d'un hôpital et d'une ville qui viendront donc témoigner sur comment la façon dont ils s'y prennent, comment ils s'organisent pour répondre donc aux échéances du décret tertiaire. Écoutez, est-ce que… Oui, deux questions préliminaires et puis on laisse Timothée s'exprimer. J'ai une personne qui me demande si les entrepôts de stockage de produits finis sont soumis au décret tertiaire, évidemment s'ils font plus de 1000 m². Oui. Bâtiments logistiques, précise-t-il. Tout à fait, tout à fait. Ces bâtiments, s'ils font plus de 1000 m² et qu'ils recouvrent des activités de stockage de produits finis, donc eh bien, oui, ils sont concernés et ils devront donc répondre aux objectifs du décret tertiaire. Tout à fait.
Et c'est une personne de la filière vin, donc qui parle de bâtiments de stockage de cuves, de chais, donc on peut imaginer qu'il y a une grosse problématique thermique dans ce type de bâtiment. Tout à fait. Et enfin, quand la plateforme Opéra sera-t-elle opérationnelle? Une question de monsieur ou madame Gaudin. Bah, ça, poser la Alors, question à l'ADEME. oui, Allons-y. non, mais en fait, Vous voyez, elle est déjà en partie opérationnelle et donc on peut on peut y accéder et on va en parler tout à l'heure. C'est l'objet d'une de nos diapositives. oui, bon, la transition est toute trouvée. Exactement, oui. N'hésitez pas de toute façon à poser vos questions par le chat. Elles seront, enfin, on pourra prendre le temps d'y répondre tout à l'heure. Et puis, si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, de revenir vers vous ensuite de manière individuelle, bien évidemment. Je vous propose d'avancer donc sur la présentation, rentrer dans le cœur du sujet. Alors, sur la question de la donnée, on va voir un peu plus tard de quelles données on parle, mais un petit cadrage réglementaire et notamment sur les échéances liées à la gestion de la donnée par rapport à ce texte du décret tertiaire. On a parlé de la plateforme Opérat, sur laquelle il va falloir remonter un certain nombre d'informations tout au long des différentes échéances qui s'imposent à vous sur les décennies qui viennent. Donc, la première échéance, en fait, c'est septembre 2021, où il va falloir vous déclarer en tant qu'entreprise ou personne morale, que vous soyez propriétaire ou locataire d'un bâtiment qui serait assujetti. Remonter des données sur vos données patrimoniales, on verra exactement lesquelles, et les indicateurs d'intensité d'usage. À partir de 30 septembre 2022, il faudra déposer vos consommations énergétiques de référence. Alors ça, c'était prévu au départ en septembre 2021 et l'arrêté modificatif a permis de décaler d'un an la remontée de cette année de consommation énergétique de référence. Et puis, tous les ans, il faudra remonter des données de consommation d'énergie. Alors, en toute rigueur, il aurait fallu commencer le 30 septembre 2021, donc de cette année, de remonter les données de consommation de l'année précédente. Comme on va le voir plus tard. Très récemment, il y a eu une information de la part du ministère comme quoi cette date de remontée des données pour les consommations d'énergie serait reportée en septembre aussi 2022. Donc on aura plus de précisions sur ce sujet lors d'une webconférence organisée par le ministère qui est prévue le 17 juin 2021. Voilà, donc ça c'est ces données, il faudra bien évidemment les remontrer tous les ans. Pour celles qui n'auront pas été modifiées, les données patrimoniales, elles seront déjà intégrées, mais tous les ans, le 30 septembre de l'année en cours, il faudra remonter les données de l'année précédente. Et puis à partir de 2026, des données liées au dossier de modulation. Alors c'est pas l'objet de cette webconférence, on pourra en reparler. Et fin 2031, il y aura une vérification de l'atteinte des objectifs de résultats. Donc on voit qu'en termes d'obligation, finalement, l'objectif de résultat vous attend en 2031, mais que vous avez un objectif finalement de moyens qui est de remonter des données tous les ans sur cette plateforme. Et on va voir de quel type de données il s'agit. Je redonne la parole à Catherine pour la description un peu du contenu de la plateforme. Oui, donc le type de données qu'il faudra remonter donc, sur la plateforme Opéra, il s'agit de s'identifier et donc de remonter, de définir donc l'activité tertiaire qui est exercée dans les bâtiments qui sont assujettis, de préciser les surfaces de ces bâtiments et donc à partir de septembre 2022, les consommations annuelles finales par énergie. Et donc, le cas échéant, si vous optez plutôt pour une remontée de données en valeur relative, donc l'année de référence et les consommations de référence associées par énergie avec des justificatifs. Alors, ces justificatifs, ce sont les factures ou bien c'est des données de mesurage si vous avez besoin donc d'identifier certaines parties donc de vos bâtiments qui sont assujettis parce que ils s'y déploient donc des activités tertiaires. Il faudra renseigner également donc des indicateurs d'intensité d'usage. Vous allez comprendre pourquoi Timothée vous en parlera, parce que bon, les consommations pourront être comparées
à intensité d'usage constante. Donc, il faut, entre guillemets, normaliser les données en fonction de l'intensité d'usage du bâtiment. Le cas échéant, toujours d'éventuelles modulations, parce que le gouvernement a ouvert des options de modulation. Hein, dans certains cas, s'il y a, par exemple, un assujettissement donc à des exigences liées, par exemple, à des bâtiments spécifiques protégés, ou bien si les actions d'économie d'énergie nécessaires pour atteindre les objectifs font courir un risque sur le bâti, ou encore si elles sont beaucoup trop onéreuses. Donc, il y a des seuils qui sont proposés dans les arrêtés. Voilà, donc il y a des ouvertures en termes de modulation. Et puis également, si c'est le cas, s'il y a donc des consommations du bâtiment qui sont liées finalement à la mobilité, il faudra donc faire en sorte de remonter, de comptabiliser ces consommations de recharge de façon à ce qu'elles ne soient pas prises en compte comme consommation du bâtiment. Donc, ça, ce sont les données donc à remonter progressivement. Ces données, comment seront-elles, par qui seront-elles remontées? Peuvent être remontées par les assujettis en direct, hein, donc le propriétaire ou le locataire. Ces derniers peuvent également donc déléguer cette remontée de données, mais ils resteront responsables hein, de l'exactitude et de la qualité de cette donnée. Donc, soit un prestataire externe, soit à des distributeurs d'énergie, et ça c'est dans le cadre donc d'interface de programmation dite API. Le locataire, lui, pourra également déléguer le propriétaire sur sa propre remontée de données. Donc cette plateforme informatique de recueil et de suivi de l'ADEME, eh bien, ça sera un point focus hein, pour les pouvoirs publics pour suivre donc les trajectoires des assujettis et également donc au fil de l'eau donc le respect de cette réglementation et surtout donc l'amélioration de la performance énergétique du parc tertiaire français et s'y greffera, donc ça deviendra un véritable observatoire de la performance énergétique et de la rénovation dans le tertiaire. Catherine, je te coupe pour préciser à Laurent Lebaille qui se demande si on doit prendre en compte un seul bâtiment de 1000 m² ou une somme de bâtiments faisant au total 1000 m². Réponse A, Laurent, dès que vous avez un seul bâtiment de plus de 1000 m², vous êtes concerné. Et également, quand vous avez une somme de bâtiments sur un même site, qui font où se développent des activités tertiaires et dont la somme des surfaces c'est plus de 1000 m², vous êtes aussi assujetti. On vous invite à aller voir la première webconférence de cette année qui est en replay hein, pour préciser ces aspects-là. Donc la plateforme numérique Opérate, où en est-on? C'était une des questions de début de séance. Donc, le lot 1 et une large partie du lot 2 est donc maintenant en fonction. Comme le disait Timothée tout à l'heure, nous avons une réunion le 17 juin avec donc la direction générale de l'aménagement et du logement. Et donc, nous sera précisé exactement quelles sont les applications qui sont disponibles et qui seront mises à disposition avec le calendrier précis. Donc, ceci vous sera donc indiqué lors de notre prochaine webconf le 13 juillet. Nous communiquerons donc sur les messages donc de la DGALN. Voilà. Et donc, vous avez ce calendrier qui est présent donc à votre vision là, et que vous pourrez lire tranquillement. Mais actuellement, donc, on en est donc à la finalisation du lot 1, création de compte, utilisateur et attribution de droits, et une partie du lot 2. Voilà. Donc, il y aura donc un certain nombre de passerelles hein, via des fichiers
des fichiers spécifiques pour pouvoir basculer les données d'un environnement à l'environnement de la plateforme numérique Opérat. Alors, merci Catherine. Alors, on va rentrer dans la question du type de données. On l'a vu, hein, il y a des données administratives, c'est ce que vous avez dans votre pavé un peu en haut, des données alors plus liées, on va dire, aux assujettis, aux personnes morales, que vous soyez propriétaire ou locataire, des données de type administratif liées au bâtiment, bâtimentaire, et ensuite les données, on va dire, réellement qui nous intéressent d'un point de vue énergétique, qui sont les données liées à la consommation et aux indicateurs d'intensité d'usage. Alors, je ne vais pas m'apesantir sur les données administratives. Comme l'a expliqué Catherine, hein, c'est la gestion des comptes utilisateurs essentiellement, les identifiants de société, donc vos numéros de SIREN, SIRET si vous êtes en multisite, etc. Il y aura tout un ensemble de données qu'il faudra remplir. C'est la déclaration, la première déclaration. Si vous souhaitez avoir le détail, ce n'était pas l'objet de cette webconférence, hein, mais il faut aller voir évidemment les arrêtés à ce stade où se connecter à la plateforme. Mais sur les arrêtés, il y a des tables qui présentent un peu de manière précise les données qu'il faudra rentrer. Les données administratives bâtimentaires, je rebondis hein, sur ce qui a été dit précédemment. Il faudra évidemment identifier les bâtiments, alors partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments, c'est la question qui a été posée, avec les adresses, les références foncières, pour plus finalement d'informations sur comment on calcule les bâtiments, les surfaces des bâtiments assujettis sur reportage de conférence. Mais voilà, il faudra bien préciser les données bâtimentaires de chaque site, de chaque bâtiment qui est assujetti, avec les adresses et les surfaces correspondantes. Alors, on va dire ces deux premiers types de données, une fois qu'elles sont rentrées, a priori, sauf s'il y a une modification, on va dire, du périmètre, que ce soit l'achat, la vente de bâtiments, etc., ou la destruction, n'ont pas vocation à spécialement évoluer, sauf une rénovation, un agrandissement. On les rentre une première fois et tout ça, c'est un peu figé. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est surtout les données de consommation. Alors, il y a les données de la situation énergétique de référence et de manière plus générale, parce que ça, c'est un historique qu'il faut aller chercher, les données de consommation énergétique annuelle et les données des indicateurs d'intensité d'usage. Donc, c'est vraiment vos données de facturation finalement et les données des indicateurs d'intensité d'usage qu'il va falloir venir remonter sur la plateforme Opérat de manière annuelle. Alors, qu'est-ce que les indicateurs d'intensité d'usage? Je passe à la slide suivante. En fait, toutes vos données de consommation vont être ajustées finalement pour tout ce qui touche aux usages de ces fameux indicateurs d'intensité d'usage. De la même manière que vos données de consommation liées au chauffage, à la ventilation, à la clim et qui correspondent plus à la partie de l'enveloppe du bâtiment, qui concerne tous les usages du bâtiment, sont ajustées, on va dire, de la rigueur climatique avec les données des DJU. Et bien là, vos données de consommation liées à vos usages spécifiques de vos bâtiments devront être ajustées des indicateurs d'intensité d'usage. Et ces indicateurs sont définis alors, en fonction des types d'activités par un certain nombre de données. Là, on a un exemple qui est un exemple issu évidemment de l'arrêté du 24 novembre, le premier arrêté modificatif, qui présentait un certain nombre de tables comme celle que vous avez sous les yeux, avec les indicateurs d'intensité d'usage. Là, c'est pour la catégorie des bureaux. Avec une sous-catégorie bureau standard. Aujourd'hui, sur ces types d'usages et les tables associées qui ont été publiées, il y a les catégories bureau, une partie de l'enseignement et la logistique qui ont été publiées lors du premier arrêté modificatif. Et le deuxième qui est en cours de rédaction et dont on commence à connaître un peu le contenu, viendra préciser les tables pour l'ensemble des secteurs d'activité. Commerce, hôpitaux, enfin, toute la culture, par exemple, etc. Donc, l'exemple là sur les bureaux, vos indicateurs d'intensité d'usage vont être, vous le voyez, s'entourer en rouge, l'amplitude horaire annuelle, la surface de plancher par poste de travail et le taux d'occupation. Donc, c'est trois données que vous allez devoir suivre annuellement pour les intégrer dans la plateforme Opérat et sur base duquel vos données de consommation liées à ces usages seront ajustées. Voilà. Donc, au-delà des données de facture via vos factures de vos livraisons d'énergie, il faudra suivre ces données. Ça, c'est les indicateurs d'intensité d'usage. Ensuite, l'autre type de données énergétiques qu'il va falloir suivre, bien évidemment, c'est vos données de facturation par type d'énergie, donc tous les ans. Ça, vous les récupérez sur vos factures.
Pour l'année de référence, il va falloir aller chercher l'historique de vos données parce que on peut définir une référence en remontant jusqu'à l'année 2010 au plus tôt, donc on peut choisir 2011, 2012 jusqu'à 2020. Pour déterminer cette année de référence, il faut bien évidemment avoir l'historique associé. Alors, on n'a pas toujours l'historique, peut-être il faut aller faire un peu de spéléologie dans vos archives. Il y a un intérêt à le faire, surtout si vous avez depuis 2010 mis en œuvre des actions de rénovation ou de remplacement d'équipements qui ont eu un impact sur la performance énergétique de votre bâtiment. Et auquel cas, c'est intéressant d'aller chercher cet historique pour pouvoir bénéficier du gain qu'a apporté ces différentes actions que vous auriez pu mettre en œuvre sur cette dernière décennie. Voilà. Et alors, chose importante, dans certains cas, alors par exemple, quand vous avez plusieurs usages sur un même site, ou alors qu'il faille décomposer, je pense au site industriel, votre consommation en livraison à votre point de livraison, qu'il faille la décomposer entre la consommation liée au process industriel ou à l'usage tertiaire qu'il peut avoir sur le site, il va bien évidemment falloir instrumenter pour pouvoir trouver une clé de répartition entre les différentes consommations par rapport à un point de livraison et une consommation que vous auriez sur vos factures. Donc ça, c'est un des gros enjeux, c'est de se dire comment je vais dissocier les consommations des différents usages tertiaires, parce que la réglementation vous demande de dissocier finalement les différents usages tertiaires qu'il y a sur un site. Et ça Voilà. répond à la question de Julia, Julia Royon-Dvorak, qui demandait s'il fallait sous-compter la partie tertiaire de son usine. Donc, réponse oui, Julia. Oui, tout à fait. Ouais, et si je peux rajouter quelque chose, qui a souvent eu des questions sur l'estimation finalement des consommations de bâtiments via des STD, si on ne pouvait pas avoir accès aux factures. Et là, juste pour vous dire que le ministère a été extrêmement clair, aucune STD, aussi bonne soit-elle, ne pourra remplacer des données de facturation ou de sous-comptage. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une question-réponse et j'en profite pour introduire justement la foire aux questions du ministère et de l'ADEME qui est disponible sur le site Opérate ADEME. Si vous tapez sur Google donc une foire aux questions éco-énergie tertiaire ADEME, vous avez donc ce document qui est extrêmement précieux puisque très opérationnel et qui répond justement à cette question de la justification des données de consommation. Merci Catherine. Je donne la parole à Frédéric Guerlot puisqu'il a deux questions qui te concernent, Timothée. Frédéric, Oui. est-ce que vous m'entendez? Vous avez une question sur vos années de référence et sur la notion de bilan annuel. Oui, tout à fait. Allez-y rapidement. Pour les années de référence, moi j'ai un souci, c'est que pour l'électricité, j'ai une bonne complétude. Depuis 2013, j'ai un suivi rigoureux. Par contre, pour plusieurs énergies, le gaz, les réseaux de chaleur, malheureusement, je n'ai pas un historique qui va très loin. J'ai que les 3-4 dernières années. Ma question, c'est est-ce qu'on peut prendre pour l'énergie électrique l'année 2013, par exemple, et puis pour le gaz ou une autre énergie, une autre année pour faire de la complétude d'une année complète? Ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit la même année civile? Alors, moi, j'ai envie de répondre qu'on peut, a priori, il faut quand même essayer d'avoir une cohérence donc dans les années, qu'il y ait toutes les années, sur la même année, que les années soient alignées. S'il y a un réel enjeu pour vous d'aller chercher une année différente parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous auriez mis en place un certain nombre d'actions qui vous permettraient de faire bénéficier des gains, il faut être en mesure, je pense, de pouvoir justifier que s'il y a un historique manquant, que la répartition est la bonne sur base de peut-être de facturation qui serait complète, quand je dis complète, toute énergie, sur des années où c'est le cas en fait. Donc, il ne s'agit pas de prendre, si vous avez par exemple une année, je prends 2018, où vous avez toutes les données de toutes vos énergies avec une répartition, mais que l'année 2016 qui vous intéresse, il vous manque une énergie, bon, pourquoi pas utiliser une clé de répartition de 2018? Encore une fois, c'est toujours aussi
en fonction de l'enjeu qu'il y a derrière, si il vous manque une facturation, par exemple électrique, qui représenterait qui représenterait 80% de votre facture globale, mais que vous l'avez pas, bon, l'exercice est un peu compliqué. Si c'est une facturation à la marge, je pense qu'on peut avoir un peu plus de souplesse. Okay. Voilà la réponse que je vous ferai par rapport à ça. Et puis ma deuxième question concernait, donc vous évoquez les factures. Est-ce qu'il y a d'autres types de documents qui peuvent être utilisés comme justificatifs? Je pensais notamment au bilan annuel de consommation sur lesquels les coûts sont indiqués. Tout à fait, hein, c'est quelque chose qui est possible. Hein. Oui, la question-réponse mentionne même les annexes de rapport annuel RSE. Vous voyez? Très bien. Merci. Avant de te laisser continuer, Timothée, je ne résiste pas au plaisir de poser la bonne question de Didier Jantet. Est-il pertinent d'utiliser les données de l'audit énergétique réglementaire pour le décret tertiaire? Tout à fait. Oui, évidemment que c'est pertinent. D'ailleurs, un bon audit énergétique réglementaire devrait permettre, en tout cas, de répondre à une partie de l'objectif en termes d'identification de plans d'action pour répondre aux enjeux du décret tertiaire. Mais au-delà de la définition des plans d'action, il y a toute cette partie analyse et bilan de vos consommations qui, si le périmètre couvre le périmètre du bâtiment assujetti au décret tertiaire, doit vous donner vos données de consommation annuelles. Voilà, donc avec un certain historique, un audit énergétique, on doit quand même aller analyser les données des années précédentes. Alors, on n'a pas vocation à remonter sur 10 ans quand on fait un audit énergétique, mais sur les 2-3 dernières années. Et déjà, c'est une première source de données pour pouvoir définir vos consommations et éventuellement votre consommation énergétique de référence. Très bien. En tout cas, tout à fait. Hein, je veux dire, il faut absolument pas réinventer le fil à couper le beurre. De toute façon, à la base de la réponse au décret tertiaire, il y a un bon audit énergétique. Hein. Il y a un audit énergétique de qualité avec des scénarios qui sont avec des objectifs qui sont mesurés et qui sont estimés avec précision, hein, et des trajectoires. Donc tout à fait. Hein, l'audit énergétique est aussi à la base du décret tertiaire. Catherine, je te laisse poursuivre. Oui, en fait, on voulait illustrer un peu l'approche qui nous concerne également dans le groupe AFNOR, hein, puisque nous avons 2 bâtiments. Nous sommes en plein, nous pratiquons une activité tertiaire. Nous avons 2 bâtiments sur un même site avec donc des surfaces qui sont supérieures bien largement supérieures à 1 000 m². Nous sommes propriétaires occupants. Nous avons 2 PDL pour les bâtiments qui alimentent de façon concomitante ces 2 bâtiments, un gaz et un électricité. Et nous avons 3 types d'usages. Un usage de bureau. Nous avons également un restaurant d'entreprise, donc il faudra isoler les consommations puisque il faudra appliquer des indicateurs d'usage, etc. Spécifiques et également donc des seuils spécifiques. Et puis nous avons dans ces mêmes locaux une activité de formation continue d'adultes qui est pratiquée par notre filiale AFNOR Compétences, et il faudra là également bien isoler donc les consommations donc qui sont les consommations sur le long de l'année, donc qui sont liées à cette activité spécifique de service de formation. Voilà, ça c'était pour vous illustrer. Donc sur la diapositive suivante, je vais donner la main à Timothée, mais cette diapositive suivante illustre donc le fait que nous avons également une problématique de locataires, puisque nous avons un certain nombre de sites donc en région où nous sommes donc locataires, et sur ces sites, il va falloir entre guillemets composer avec des propriétaires, puisque dans les bâtiments, les bâtiments que nous occupons sont souvent en multilocation. Voilà, Timothée. Donc également une problématique multisite pour le groupe AFNOR.
Voilà. L'idée, hein, c'était de vous dire que bon, sur un site, finalement, si on raisonne qu'avec un site, on a déjà un certain nombre de données, on l'a vu, hein, facturation, il y a des données de sous-comptage, les données des indicateurs d'intensité d'usage liés à différents usages qu'il peut y avoir sur le site. Tout ça, il va falloir chercher des historiques et ensuite, il va falloir suivre dans le temps, année après année, toutes ces données et les remonter régulièrement sur une plateforme. Alors, quand c'est sur un site, l'exercice peut déjà être plus ou moins complexe, mais ça reste raisonnable. Néanmoins, quand on commence à avoir du multisite, on voit que on va vite être un peu débordé. On peut potentiellement vite être rapidement débordé par le nombre de données à gérer, etc. L'idée, c'était quand même vous sensibiliser à l'intérêt d'utiliser une plateforme de monitoring de vos consommations d'énergie qui permettent de suivre en fait finalement toutes ces données de manière instantanée à travers des API qui pourraient communiquer directement avec vos fournisseurs d'énergie, qu'on peut configurer pour les besoins de la réponse aux exigences du décret tertiaire, mais de manière plus générale, on va le voir comment sur d'autres sujets liés à l'amélioration de votre performance énergétique, et qui ont vocation aussi à communiquer avec la plateforme Opérate de l'ADEME. Donc une fois que tout ça c'est configuré, ça vous permet de remonter les données de manière assez automatique et d'avoir un pilotage efficace de vos données de consommation quand vous raisonnez en multisite. Alors nous, on a 13 délégations régionales, hein. On n'a pas le patrimoine le plus étendu, mais bon, pour certains acteurs, ça peut être beaucoup, beaucoup plus, des centaines, voire des milliers de sites, et ce type d'outil devient pour le coup vraiment indispensable. Donc, une plateforme de monitoring de l'énergie, hein, comme je l'ai dit, n'a pas vocation juste à faire de la remontée sur l'outil Opérate de l'ADEME. Là, il y a un certain nombre c'est une présentation de notre plateforme qui montre ce qu'on peut faire, une cartographie dynamique, on l'a vu juste avant, avec des sites avec des alertes, un tableau de bord et des rapports par profil métier, donc en fonction des utilisateurs, qui peut avoir accès à quel type de données, ça c'est intéressant. Suivre les actions et les résultats des actions. Donc là, ça va être la mise en œuvre des plans d'action pour atteindre les objectifs imposés par le décret. Suivre concrètement le résultat de ces actions, ça c'est important. On peut suivre des engagements énergétiques, donc des types CPE, ce genre de choses. On peut piloter et gérer les données de sous-comptage en définissant des plans de comptage. Là, on a vu l'intérêt de dissocier des consommations d'un usage par rapport à un autre sur un site. Et ensuite, il y a tout un ensemble d'outils internes à ces types d'outils, des modèles prédictifs, des contrôles de factures, voir si vos factures correspondent bien à vos données de consommation. Il peut y avoir des fois des erreurs, puis des optimisations tarifaires. Et puis tout un ensemble de fonctionnalités qu'on peut dimensionner sur ce type d'outils. Voilà. Donc il y a un intérêt assez important d'utiliser des plateformes pour commencer à structurer comme un support de toutes vos actions finalement de maîtrise de vos consommations d'énergie, a fortiori sur un patrimoine multisite. Bien évidemment, il y a des modules qui permettent de répondre aux exigences du décret tertiaire, notamment de suivre, on le voit là, l'avancement par rapport aux objectifs. Est-ce qu'on est loin de l'objectif de 2030 à moins 40% et de voir par rapport à une année de référence, site par site, comment on avance par rapport à cet objectif. Finalement, tout ce que fera la plateforme Opérate ou qu'a vocation à faire la plateforme Opérate, sauf que là, c'est des plateformes sur lesquelles vous avez la main et que vous pouvez configurer comme vous le souhaitez. Voilà. Pour finir, très rapidement, avant de vous laisser la parole et prendre un temps d'échange avec des questions-réponses, on l'a vu, ça j'y reviens, mais on l'avait vu dans la première webconférence. Finalement, votre feuille de route pour répondre aux exigences du décret tertiaire, hein, c'est bien de définir votre périmètre patrimonial. Donc, quels sont les sites assujettis, avec une question sur les surfaces, comment on calcule les surfaces, on en a déjà parlé aujourd'hui. Définir votre stratégie de réponse, la situation énergétique de référence, est-ce que je raisonne en seuil en pourcent? Je définis des scénarios et on va voir comment on fait ensuite, hein, c'est la slide suivante, c'est notamment grâce à un audit énergétique. Est-ce que je fais appel à des modulations d'objectifs? Donc, on se fixe les objectifs et ensuite, il va falloir mettre en œuvre toutes ces actions qu'on a réidentifiées dans le temps et bien évidemment avec un sujet qui était celui qui nous intéressait aujourd'hui, qui est celui du recueil des données, du suivi des consommations dans le temps et de déposer ces données sur la plateforme qui est finalement une exigence de moyens mais pas tant une exigence de résultat. Le résultat, encore une fois, c'est 2030
l'intérêt de cette slide et de vous montrer les étapes de votre feuille de route, c'est de structurer votre approche à horizon 2030. Et donc, pour structurer tout ça, il existe un certain nombre d'outils. C'est bien évidemment, on l'a dit aujourd'hui, réaliser un audit énergétique pour définir les plans d'action qui vous permettent d'identifier les actions permettant de répondre aux objectifs du décret. On l'a vu, pour effectuer vos bilans de consommation sur les surfaces assujetties, il peut être nécessaire de réaliser une campagne de mesure pour dissocier les consommations, par exemple sur un site industriel, dissocier la consommation liée au process de la consommation liée aux usages tertiaires, ou sur des sites tertiaires avec multi-usages tertiaires, on va dire, pour bien dissocier les différentes consommations. Voilà, donc la réalisation de... Timothée, oui. Je me permets de t'interrompre parce que on parle de campagne de mesure. Campagne de mesure, c'est éphémère, c'est quelque chose qui est très riche pour acquérir des données. Réfléchir à un plan de mesurage, c'est aller plus loin et c'est finalement se placer dans la continuité. Et j'en profite donc pour signaler un excellent document, la norme NFEN 17267, donc NFEN 17267 d'août 2019, qui décrit comment concevoir un plan de mesurage et de surveillance de l'énergie, donc conception et mise en œuvre, principe pour la collecte des données énergétiques. Je ne peux que vous conseiller la lecture de ce document, qui a une origine d'ailleurs franco-française et qui actuellement est porté au niveau international pour être la référence de la bonne pratique pour définir un plan de mesurage énergétique. Je te laisse, je te coupe plus. Ok, merci Catherine. Non, mais c'est très bien de préciser ça, d'autant plus que finalement, dans le temps, vous allez voir qu'aujourd'hui, peut-être, il faut, alors pardonnez-moi l'expression, mais essayer de bidouiller un peu pour recréer finalement des consommations via un mesurage ponctuel qu'on ferait parce qu'il faut remonter de la donnée sur la plateforme. À terme, définir un bon plan de mesurage, c'est aussi adapter et pérenniser finalement les points de mesure que vous allez mettre en place sur votre site pour pouvoir optimiser, on va dire, ce sujet-là, de savoir comment vous allez définir et cartographier vos consommations entre différents usages tertiaires. Voilà. Bon, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les méthodologies, on en a beaucoup parlé dans d'autres webconférences l'année dernière. On reviendra progressivement dessus au long des différentes webconférences. Ce n'était pas forcément l'objet aujourd'hui de cette webconférence. On était vraiment là pour parler de la donnée. Très rapidement, avant de laisser la place aux questions-réponses, le groupe AFNOR peut vous accompagner sur la réponse aux exigences du décret tertiaire. On peut vous former, vous proposer des prestations de conseil, vous accompagner et vous évaluer, certifier. Donc, on a tout un catalogue de formations sur ces différents sujets, une formation dédiée au décret tertiaire. Qui est d'ailleurs donnée par Timothée, une journée à parler décret tertiaire. Voilà, à aborder tous ces points-là de manière un peu plus, on va un peu plus dans le fond des choses. On peut vous accompagner, on l'a vu, réaliser des audits énergétiques, définir des plans de mesurage, faire des campagnes de mesure ponctuelles ou de l'AMO pour la mise en œuvre des plans d'action. On a une plateforme de monitoring qu'on vous fera un plaisir de vous présenter si vous souhaitez en savoir plus, toutes ces fonctionnalités. Et via notre organisme de formation, AFNOR Certification, on peut venir certifier donc la mise en place d'un système de management ISO 50001. Je rappelle que l'année dernière, on a fait tout un volet de webconférence sur le lien entre la 50001 et le décret tertiaire, avec des structures complètement similaires. Donc, c'est un outil qui vous permettra de structurer votre démarche si vous souhaitez répondre et structurer pour avancer dans les prochaines décennies sur la réponse aux exigences du décret tertiaire. Et puis de la qualification pour les audits énergétiques, pour les bureaux d'études qui souhaiteraient avoir cette qualification pour pouvoir faire des audits énergétiques finalement de qualité. Et j'en profite pour également ouvrir une parenthèse sur la certification ISO 50001, puisqu'il y a des aides à la certification ISO 50001. Il y a l'aide, la fameuse aide Pro-SMEN. Dépêchez-vous, on peut déposer des dossiers jusqu'en juin l'année prochaine. La condition, c'est d'obtenir l'aide qui est plafonnée à 40 000 €, mais quand même 40 000 €, c'est une aide qui est la bienvenue pour mettre en place un système de management de l'énergie.
Donc, ces plafonds, il faut donc prendre contact sur le site de l'AT2E pour bénéficier de cette aide donc à l'ISO 50001. C'est quelque chose de précieux et qui risque de s'arrêter fin 2022. Allô? Oui, très bien. Merci Très bien. Catherine. Je vous en prie. C'est bien noté. Alors, nous avons une rafale de questions. Hein. Je n'arrive pas, je ne m'en sors plus. Je vais privilégier celles qui concernent la donnée. Didier Castet nous demande s'il existe un indicateur d'intensité d'usage en lien avec le nombre d'occupants. Alors, à ce stade, sur ce qui est publié, je dirais, enfin, je dirais que non, mais j'en suis pas sûr. Pour être très honnête et très franc avec vous, il y a finalement autant d'indicateurs d'intensité d'usage qu'il va y avoir de types d'usage. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait, par exemple, ce qui avait été publié, par exemple, pour l'enseignement, vous verrez que dans l'enseignement, il y a le primaire, le secondaire, il y a le collège, il y a tout un ensemble de tables. Je ne les connais pas toutes. Voilà. Alors, juste pour préciser, il n'y a peut-être pas le nombre d'occupants, mais il y a la surface par occupant qui est un indicateur et qui peut donc se corréler avec le nombre d'occupants. Vous voyez, oui, il est donné une surface moyenne par occupant, qui est un indicateur d'usage de base. Vous voyez, donc si vous donnez le taux d'occupation, voilà. Et donc vous retombez sur le taux d'occupation et donc le nombre de voilà. Mais alors ça c'est pour les bureaux. Voilà, mais pas que. Il y a également l'enseignement. Donc il faut vraiment regarder. Et Timothée a parfaitement raison en disant qu'il y a autant d'indicateurs d'intensité d'usage que d'activités tertiaires. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment aller voir les tables en fonction des usages qui sont les vôtres. Merci Timothée. Clément Verillon, lui, il a peur de la sanction. Quelles conséquences si les objectifs ne sont pas atteints en 2031? C'est la prison? Catherine, je te laisse répondre. Alors, en fait, le principe qui est derrière ce décret tertiaire, c'est vraiment d'inciter les gens à se mettre en ordre de marche vers davantage de performance énergétique. Donc, bien entendu qu'il n'y a pas de prison et bien entendu que les sanctions financières sont minimes. Par contre, il y a le principe du name and shame, c'est-à-dire que le ministère va mettre en route comment on appelle ça, des sites où seront citées justement les personnes qui n'ont déjà pas envoyé les données en temps et en heure, hein, et par la suite qui n'auront pas atteint leurs objectifs, mais après un certain nombre d'itérations, hein, c'est-à-dire que vous avez 3 mois pour remonter vos données, vous avez 3 mois pour préciser votre plan d'action, etc., etc. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est incitatif. Il faut que les gens se mettent en ordre de marche et c'est certainement pas je dicte le ministère, c'est certainement pas auprès des personnes qui auront commencé à rentrer les données et commencé à faire des actions que l'on se tournera pour les dénoncer si les objectifs ne sont pas atteints complètement. Ce sera vers les gens qui n'ont pas fait, qui n'ont rien fait. Donc, dispositif name and shame, c'est vraiment la philosophie de ce dispositif. Oui, et puis on peut aussi compléter en disant, comme tu l'as dit au départ, c'est plus un texte qui est incitatif. Demain, c'est aussi tout le marché des bâtiments à usage tertiaire qui va être impacté avec, en tant que propriétaire par exemple, la question de la valeur finalement verte du bâtiment. Ceux qui auront un patrimoine sur lequel ils ont mis en œuvre des actions et qui seront à jour de leurs objectifs auront plus de facilité potentiellement à revendre un bâtiment ou à le louer
que ceux qui n'auront rien fait et qui auront encore des passoires thermiques parce qu'ils n'auront rien fait sur leur bâtiment. Donc ça, c'est aussi des gros enjeux du texte. Il ne faut pas oublier que l'atteinte, ou en tout cas l'avancement par rapport aux objectifs, sera annexé dans tout document lié à la vente ou à la location du bâtiment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. Faut-il définir une année de référence par bâtiment ou est-ce que ça doit être la même année de référence pour tous les sites d'un même numéro de SIRET? D'un même numéro de SIRET ou de sirène? Parce qu'un SIRET, c'est plutôt en général associé à un site. En tout cas, si vous avez plusieurs sites disséminés comme nous partout en France, non, il n'y a pas obligation d'avoir la même année de référence d'un site à l'autre. Sur un même site, je crois qu'on peut même avoir des années de référence s'il y a plusieurs bâtiments dissociés en fait. Tout à fait. On peut avoir sur un même site par bâtiment des années de référence différentes. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons une question de Eric Sénéchal que j'aurais bien aimé faire parler parce que sa question est longue et intéressante. Il a coupé son micro. Eric, si vous êtes là, n'hésitez pas. Bah voilà, le voilà. Je vous laisse poser votre question rapidement. Eric, s'il vous plaît, Eric Sénéchal. Et sinon, on lui répondra. Oui, je vous entends. Je vous entends. Allez-y, posez votre question. C'est une question d'estimation, de données estimées. C'est ça. En fait, ça concerne le monde industriel. Il y a beaucoup de sites industriels, comme vous le savez, qui n'ont pas de sous-comptage en place et donc a fortiori pas de sous-comptage depuis 2010. Donc pour donner une année de référence finalement qui est assez précise, est-ce qu'on peut prendre en compte une estimation faite à l'heure actuelle, 2019, 2020, 2021, et la transposer sur une année de référence antérieure, ou est-ce qu'il faut avoir des données qui correspondent à cette année-là en fait? J'ai envie de répondre évidemment qu'on peut faire ça. Vous n'allez pas instrumenter dans le passé. Voilà. On est bien d'accord avec ça. Donc il faut bien dissocier les consommations de l'année de référence passée. Et pour ça, on le fait sur base finalement d'une clé de répartition qu'on définit comment, par contre sur base du sous-comptage qu'on peut, qui se ferait aujourd'hui. Il faut être en mesure de justifier finalement ce qu'on fait et ce qu'on détermine. Donc voilà, vous pouvez aller dans le passé, mais sur base d'un sous-comptage que vous auriez fait aujourd'hui et qui donnerait une clé de répartition. D'accord. La remarque concernant l'audit réglementaire ou l'audit volontaire d'ailleurs, et que l'on a évoqué tout à l'heure, est tout à fait pertinente, parce que je pense que c'est aussi une très bonne clé de répartition à utiliser dans le domaine. Voilà, merci beaucoup pour votre réponse. Merci monsieur. Alors, comment établir la consommation énergétique de référence si le bâtiment à usage tertiaire dans un site industriel, donc c'est la même question que tout à l'heure, ne dispose pas de sous-comptage dédié depuis 2010? Une question de Michael De Oliveira. Eh ben, il faut instrumenter la partie tertiaire du site industriel. Exactement. Exactement. Voilà. Et monsieur De Oliveira, je pense, avait déjà posé la question la dernière fois. Ah ben, monsieur De Oliveira assiste à toutes nos webconférences, donc c'est très bien. Ah ouais, je sais. Et à nos ateliers précédemment aussi. Et on le remercie pour sa fidélité. Voilà, alors Beverly Jeji qui nous demande s'il existe des fichiers types de recueil de données à transmettre sur la plateforme Opérate. La notion de fichier type de recueil de données, des gabarits dans les données. Alors, je pense qu'il y aura, quand vous regardez la présentation qu'on a fait, et c'est finalement le planning de déploiement de la plateforme Opérate qui est indiqué sur le site dédié, il est question de fichiers CSV qu'on peut utiliser pour remonter des données. Donc, ce sera bien évidemment des fichiers types, des templates dans lesquels on viendra intégrer les données
pour pouvoir remonter, on va dire, en masse un certain nombre de données. À ma connaissance, à ce jour, ces fichiers n'existent pas encore, mais devraient évidemment être disponibles sous peu. Voilà, dépendant de l'avancement du développement de la plateforme. Oui, c'est imminent, hein, la mise en ligne des fichiers CSV ou IHM, hein, comme dit sur le site donc, de la plateforme Opérat. D'accord. Lorraine Rung a une histoire de démolition à nous raconter. Peut-être que je vais la laisser parler si je la retrouve. Hop. Bah, elle a coupé son micro. Bon, c'est pas grave. Dans le cas d'un projet de démolition C'est de bon, votre... oui. Ah, bah, allez-y. Bonjour. Posez votre question. Oui, en fait, on a un site administratif, le siège social à Strasbourg, et en fait, il va faire l'objet d'une rénovation. Et donc, démolition complète avec reconstruction d'un nouveau site. Et en attendant cette reconstruction, tous les collaborateurs vont être logés dans un site provisoire, sur un site provisoire. Et donc, j'avais comme question de savoir si nous devions aussi remonter ces données alors que le bâtiment dans lequel on va être n'est pas le nôtre, on sera en location. Donc, est-ce que les données de consommation seront également à remonter? Alors, j'ai envie de faire plusieurs réponses. Finalement, il y a la question du site que vous allez quitter, la question du site dans lequel vous serez plus tard, et la question du site temporaire. C'est ça. Dans le site temporaire, vous allez être locataire. Je comprends que sur le site que vous quittez, que vous allez construire, vous serez propriétaire. Vous êtes propriétaire et vous le serez. C'est ce que je comprends. Hein. Site locataire, en tant que locataire, ayant eu à un moment l'occupation d'un site, vous participerez donc sur une année pleine ou sur un bout d'année à la consommation. Donc il faudra vous déclarer, à supposer que ce site soit assujetti évidemment aux exigences du décret, mais il faudra bien évidemment remonter les données. Sur le site qui va être démoli, je ne sais pas quand est-ce que ce sera, mais il faudra aussi remonter les données. Entre 2022 et 2025, hein, le temps des travaux. Voilà, donc aujourd'hui en plus vous n'avez pas la date précise, donc il faut déclarer vos données de consommation parce que peut-être que finalement vous vous rendrez compte l'année prochaine que vous ne le détruisez pas pour une raison X, moi j'en sais rien. Non, c'est sûr, hein, le projet il est sûr, on quittera les locaux dès premier trimestre 2022 et on réintégrera les locaux fin 2025, début 2026. Mais vous avez finalement trois déclarations à faire en une. D'accord. Voilà, pour faire simple, avec chacune ses spécificités. Une qui termine, une où vous êtes locataire et une qui commence. Oui, et puis pour compléter, il faut avoir en tête qu'en fait, ces exigences décret tertiaire s'appliquent à des bâtiments qui sont construits, qui sont existants au moment de la parution donc, de la loi, c'est-à-dire à novembre 2018. D'accord, oui. Donc, par contre, il faudra les déclarer, comme a dit Timothée. Vous voyez, tant qu'il est encore là, hein, votre bâtiment, il faudra le déclarer. Oui, voilà. Tout à fait. Ok, très bien. Je vous remercie pour ces éléments. Merci. Et alors là, Catherine, je fais appel à tes lumières parce que c'est important. Une ambiguïté à propos de cette échéance opérate. Est-ce que la déclaration de l'année de référence est bien reportée à 2022? Car sur la plateforme opérate, il est toujours inscrit 30 septembre 2021. Non, c'est 2022. 2022, c'est dans le décret du 24 novembre 2020, dernier article du décret de l'article 16, mesures particulières liées au Covid. Donc, je vous invite à lire cet article 16, mesures particulières liées à la situation extraordinaire de l'année 2020. Et maintenant, ce qui est nouveau, par contre, ce qui est nouveau et ce qui est tombé vendredi dernier, c'est que également l'échéance, la date butoir de remontée des données de consommation est également repoussée à 2022, septembre 2022. D'accord, donc il vous reste 16 mois. Année de référence et consommation de référence et données de l'année
de la première année repoussé, donc données de consommation de la première année, repoussé à 2022. Mais on aura des précisions donc la semaine prochaine. Sur l'année de référence, il faut dissocier le sujet de déclarer l'année de référence de l'année à laquelle on détermine l'année de référence. Et en l'occurrence, pour les bâtiments très récents, il y a possibilité de définir une année de référence qui sera au-delà de 2020, donc sur 2020 ou 2021. Ce qui n'est pas le cas des autres bâtiments sur lesquels il y a un historique avant la crise sanitaire. La déclaration pourra se faire plus tard, mais l'année de référence devra rester entre 2010 et 2020. Il y a une petite nuance. D'accord, merci pour cette précision. Mathieu Fayet, il a tellement envie de poser sa question qu'il l'a envoyé 3 fois. Donc je vais lui donner la parole. Mathieu Fayet, si vous êtes encore avec nous. Vous avez une histoire de chaufferie, qui couvre plusieurs bâtiments. Mathieu Fayet, s'il vous plaît, ou alors je lis votre question. Vous êtes avec nous? Oui, allô? On vous écoute rapidement. Oui, en fait, c'est sur un site industriel, j'ai 2 bâtiments et c'est vrai que la norme a tendance à dire que lorsqu'il y a des alimentations ou des chaufferies qui sont communes, les 2 bâtiments du coup doivent être considérés dans la unité foncière. Néanmoins, ils sont sur des déclarations ICPE différentes et c'est vraiment 2 sites qui sont très très différents, quoi. On se posait la question s'il fallait additionner les surfaces ou si on pouvait les traiter différemment, sachant c'est vraiment 2 poids 2 mesures, quoi. Un des sites industriels doit représenter 1% de la consommation électrique du site voisin. Excusez-moi, mais moi j'ai pas bien compris finalement quelle était la question. Je suis pas sûr d'avoir bien compris le contexte en fait. La question, c'était de savoir s'il fallait additionner les surfaces des 2 sites ou en tout cas de déclarer les 2 sites, de les considérer comment. Parce qu'ils sont nourris par le même. Alors, ils ont la même alimentation électrique, c'est-à-dire qu'il y a une boucle 20 000 qui dessert ce site. En revanche, ils ont des chaufferies qui sont distinctes. D'accord. Et donc, est-ce qu'il faut additionner les surfaces pour savoir s'ils sont assujettis ou pas au décret? C'est ça la question. Ou en tout cas, là, ouais, la question c'est est-ce que le site qui est moindre, du coup, qui correspond au petit site et qui est sur une déclaration ICPE qui est bien différente, est-ce que ce petit site, il peut être traité différemment en fait, notamment parce que ce site-là fait moins de 1000 m², tandis que l'autre fait plus de 1000 m². Bonne question. Bonne question. Comme ça, j'ai pas la réponse tout de suite. Moi, à mon avis, il sera considéré, mais c'est un avis aussi. C'est un avis. Pour moi, il sera considéré comme faisant partie du même site et donc assujetti, surtout s'il y a des activités tertiaires dans les 2 cas. Vous voyez, puisque comme vous l'avez dit, ils répondent à cette notion de site. Vous voyez? Oui, je vois bien en fait, mais en fait c'est que j'ai le cas sur 2 sites différents à chaque fois. Et il y en a un, autant pour le premier dont je vous parlais, ça me semble cohérent de les rejoindre, même si ça m'embête un peu parce que forcément ça fait plus de travail. Sur l'autre, il s'agit vraiment d'un site qui est de l'autre côté de la rue, avec 2 activités industrielles totalement différentes, 2 chaufferies totalement différentes. Et en effet, en fait, la boucle 20 000 alimente bien les 2 sites, mais il y a vraiment une séparation au sens ICPE et même Et dans ce foncièrement. cas, vous avez bien un moment un sous-comptage qui permet de répartir les consommations. J'ai tout à fait un sous-comptage, ouais. Ouais, bien sûr. Pardon? J'ai tout à fait un sous-comptage qui me permet de distinguer les 2, oui. Mais c'est juste Au niveau de la remontée, oui. Si je les considère séparément, j'ai un des 2 sites qui n'est pas assujetti à chaque fois. Oui, mais je pense qu'il faut regarder plus précisément. Mais si vous avez vraiment 2 sites distincts, finalement, c'est pas le même site. C'est comme si vous avez un réseau de chaleur qui distribue de l'énergie finalement à des sites qui sont dispatchés à droite à gauche sur une commune, par exemple. Vous considérez les sites indépendamment des uns des autres. Là, c'est pareil. Vous avez finalement une distribution d'énergie donc électrique
Ok. Cette réponse me convient. Après, le problème, c'est que dans la question, il parle d'alimentation électrique commune. Et là, l'alimentation électrique est commune, historiquement. Oui, tout à fait. Mais il faut regarder dans le détail. On parle effectivement par rapport au réseau de chaleur, Timothée, dans la foire aux questions, on parle bien du même point de livraison pour la notion de site. Ah, c'est le même PDL, là, effectivement. Ouais, voilà. Donc, tu vois. Oui. Mais oui, d'accord. Donc a priori, ils sont embarqués. Hein. A priori, Après, maintenant, vous pouvez faire remonter la question vers le ministère. On peut la remonter d'ailleurs pour vous, si vous nous donnez le détail, et vous faire la réponse, vous transmettre leur réponse, ce qu'on a déjà fait pour d'autres organismes. Absolument. Merci, Monsieur Fayet. Je termine. Alors, tous les cas sont des cas particuliers. Hein. C'est le problème. À chaque fois, la notion de traitement générique est difficilement compatible. Chaque cas est un cas particulier. Et j'aimerais terminer avec cette dernière question de Katharina. Est-ce que la conformité au décret tertiaire est incluse dans l'ISO 14001? Alors, l'ISO 14001, c'est le management environnemental au sens environnement. Et peut-être qu'on peut aussi poser cette question pour la 50001 qui, elle, s'intéresse au management de l'énergie. Est-ce que la conformité au décret tertiaire est un critère d'appréciation inclus dans l'une et l'autre des deux normes citées, Catherine? Eh bien oui, tout à fait, puisque vous avez, comme vous l'avez bien souligné, madame, une exigence de conformité réglementaire liée donc pour la 50001, liée à l'efficacité énergétique, à tout ce qui impacte votre performance énergétique. Et pour la 14001, si l'énergie est un usage significatif, c'est un... Je ne me souviens plus comment on appelle ça en 14001, excusez-moi, j'ai un trou. Si c'est en 50001, on appelle ça un usage, mais en 14001, donc si c'est un point très important donc dans votre approche environnementale, eh bien il y a une exigence de conformité réglementaire donc associée à ces activités qui ont un impact sur la performance environnementale. Donc oui. Oui, la réponse est oui. Oui, dernière chose, Catherine? Non. Parfait. Eh bien, il est 12h, il est 12h11. Merci beaucoup, c'est la fin de ce webinaire. Si vous voyez mon écran, je vous donne rendez-vous pour les prochains, à savoir le 13 juillet, excusez-moi, où là, il sera question de bâtiments publics, parce que c'est bien beau de parler des commerces privés, des banques, des assurances et des locaux, des hébergeants des offices de tourisme, par exemple, mais côté public, bâtiments municipaux, bâtiments hôtels de région, hôpitaux publics, bâtiments d'enseignement, à quelle sauce seront-ils mangés? À la même sauce que vous. Et on fera un focus avec, je crois, un grand témoin, Catherine, qui nous vient d'une mairie, je crois, mairie de l'Essonne. Deux grands témoins. Qui raconteront leur histoire, donc vu côté acteurs publics. Les épisodes suivants, il y en a deux. Le 14 septembre, avec un focus industrie, parce qu'on a beaucoup de participants qui viennent du secteur d'industrie, avec quelques locaux réservés à des activités tertiaires, dont les sièges sociaux. Donc 14 septembre. Et le 7 novembre, le multisite. Comment travailler en commun entre plusieurs employeurs à propos de ce décret tertiaire. Je vous remercie, messieurs, dames. Je vous invite à répondre au questionnaire de satisfaction qui vous parviendra par mail, ainsi que relire les présentations qui, elles aussi, seront disponibles par mail, la présentation de Catherine et Timothée. Et la présente webconférence sera disponible en replay pour ceux qui n'auraient rien écouté, qui en écoutent deux, comme fois ça m'arrive moi simultanément parfois. De replay sur le site du groupe AFNOR. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci à toutes, à tous. Oui,
Merci. À Merci, bientôt. au revoir. À bientôt. Oui. Merci Guillaume. Tu es toujours là? Oui, je suis en train d'éteindre. Hop.